That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste important pour moi qui s'appelle Béla Tarr, cinéaste hongrois. Et nous allons en parler avec Jacques Rancière. Je ne vais pas faire l'outrecuidance de présenter Jacques Rancière, mais quand même, voilà, vous êtes philosophe, vous êtes professeur d'université, vous avez beaucoup travaillé sur la politique et l'esthétique. Le cinéma est un élément important dans vos travaux. Vous avez écrit sur Godard. Je sais que nous partageons un point commun, c'est d'être sensible au cinéma de Tariq Teglia, entre autres, par exemple. Et surtout, vous avez écrit ce livre il y a plus de 10 ans, en 2011, dans la collection Actualité critique, éditée chez Capricci, qui s'intitule Béla Tarr, le temps d'après. Et d'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez vous procurer le livre, vous n'aurez plus qu'à cliquer le lien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté l'entretien. Je pose toujours une petite question un peu basique. Je demande toujours à mon invité comment il va. Comment allez-vous en ces temps un peu particuliers? Écoutez, ça va bien, ça va comme ça peut aller. Bon, dans des temps qui ne sont pas forcément excitants, mais enfin, on essaye de se maintenir quand même. Voilà, et ça nous permet de voir ou de revoir peut-être des films ou essayer de comprendre autrement les choses. J'aimerais vous poser, je lisais récemment quelque chose autour de Béla Tarr, vraiment quelque chose de très basique. Je lisais Béla Tarr, une icône radicale du cinéma. Et je sais pas si ça veut dire quelque chose, une icône radicale du cinéma. Et avant qu'on commence réellement l'entretien, je voulais avoir votre avis là-dessus. Ça vous parle quand on associe ce terme-là, une icône radicale du cinéma, à Béla Tarr? J'aime pas beaucoup cette expression, bon, d'icône radicale du cinéma, parce que d'une certaine façon, ça veut dire c'est bon, quelqu'un qui est important par au fond le rôle symbolique qu'il joue, mais dont il n'y a pas besoin finalement de voir les films. C'est toujours un petit peu cette façon au fond, de constituer les gens, de les poser effectivement en image, quoi. Ce qui fait que, enfin, ce qui compte à ce moment-là, c'est bon, c'est ce qui symbolise, mais bon, on s'intéresse plus tellement à leurs films eux-mêmes. Donc voilà, bon, je pense que moi, en tout cas, je m'intéresse à des cinéastes, c'est-à-dire je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font, à leurs films, à la manière dont ils tournent, à ce qu'ils nous montrent, et absolument pas à ce qu'ils peuvent représenter symboliquement. En tout cas, c'est un cinéaste important au moins du XXe et du XXIe siècle, même si il a arrêté entre parenthèses de faire du cinéma depuis Le Cheval de Turin qui date de 2011. J'aimerais vous partager avec vous une image marquante me concernant que j'ai repensé la dernière fois en revoyant certains films de Béla Tarr. C'est une image qui date du 25 décembre 1989. C'est une image que j'ai découvert à la télévision, comme beaucoup de gens, je pense que vous aussi. C'est le jugement et l'exécution du couple Ceausescu le 25 décembre 1989. Et c'était une image qui m'avait beaucoup marqué. J'avais 13-14 ans et je ne savais pas pourquoi elle m'avait marqué, mais en tout cas, elle reste importante pour moi. Et en découvrant les films de Béla Tarr et en les redécouvrant il y a quelques semaines pour préparer cette émission, j'ai tout de suite fait de la connexion avec cette image particulière parce que je pensais à quelque chose que vous écriviez dans le livre et que vous dites souvent quand vous parlez de Béla Tarr. Vous dites que chez Béla Tarr, les lieux, ce ne sont pas des endroits que l'on voit, mais c'est des endroits qui contiennent quelque chose. Et moi, j'ai cette impression que finalement, cette image que j'ai en moi du jugement, mais surtout de l'exécution de ce couple du président roumain de l'époque, c'est vraiment à ce moment-là, un lieu qui contient quelque chose, et j'ai l'impression que ce qu'il contient finalement, c'est mon histoire en quelque sorte. Et j'ai l'impression, en voyant les films de Béla Tarr, que ces lieux dont vous dites qu'ils contiennent quelque chose, finalement, bah, ça me touche parce que j'ai l'impression que ça raconte aussi mon histoire, finalement, mon rapport au monde. Oui, alors bon, je n'ai pas je n'ai pas de licence sous les yeux, dans la tête, l'image dont vous parlez. Bon, effectivement, on peut faire tout de suite le rapprochement puisqu'il s'agit de l'exécution d'une sorte un petit peu de représentant bon, d'un certain communisme, et que bon, Béla Tarr est un cinéaste aussi, pas de la fin du communisme et de l'après-communisme. Bon, ça c'est certain, mais effectivement, ce qui est important chez Béla Tarr, c'est
justement, c'est pas intéressant d'exécuter simplement le communisme. C'est pas intéressant simplement de dire voilà, c'est fini, on a vécu dans une période terrible, on a vécu une illusion dangereuse, criminelle. C'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est dans quel type de lieu, dans quel type de temps des choses comme ça adviennent. Et c'est ça, effectivement, que je trouve qui est très fort chez lui, à savoir que, justement, il ne va pas raconter des histoires, même si souvent ces fables ont un rapport avec bon, la fin le communisme et la fin du communisme. Il ne va pas raconter une histoire, une espèce de fiction sur ce qui a existé historiquement. Il va faire des films sur le type de lieu et le type de temps dans lesquels, au fond, l'attente de quelque chose comme un nouveau monde ou un monde plus juste ou plus heureux va pouvoir advenir. Et effectivement, ça commence par une espèce de traitement tout à fait extraordinaire du lieu. À savoir que dans ces films, le lieu est toujours là avant ceux qui vont y pénétrer. Le lieu est toujours là avant, donc il n'est pas déterminé simplement par la nécessité de l'action, non. C'est quelque chose effectivement qui va comme présenter un certain type de monde, et ce type de monde, les personnages vont devoir y entrer. Et les films de Bellatar se commencent souvent par des fenêtres, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est derrière une fenêtre, et il y a un certain type de monde qui entre par cette fenêtre, ou bien s'ils sont dans la rue, en général, dans la rue il pleut, la pluie, il y a toujours une espèce de côté à la fois entièrement matériel, chez Bellatar, et en même temps, bien sûr, elle signifie tout un type de monde où les seuls événements, en quelque sorte, désormais, sont des événements climatiques. Et voilà, il y a cette espèce de prééminence, au fond. Il ne s'agit pas de prendre des gens, de dire voilà ce qui va leur arriver, non. Il s'agit de prendre des lieux et de peupler ces lieux par des gens, de montrer comment ces lieux vont se transformer justement en affect, vont être perçus, vont être intériorisés. Et tous les films de Bellatar sont un petit peu fonctionnent comme ça, à savoir il y a un lieu qui nous apparaît d'abord, il y a des gens qui vont y apparaître dedans, et toute l'histoire va être comment est-ce que ces personnages vont intérioriser les propriétés de ce lieu, les transformer en affect, les transformer en perception, les transformer en action. Et ça, effectivement, je crois que c'est une caractéristique de son cinéma qui est extrêmement forte. Au fond, il s'agit toujours de prendre des situations matérielles. Il y a une espèce d'opposition un peu permanente chez lui entre l'histoire, à l'ancienne, quoi. On prend des personnages et puis il y a des événements qui vont leur arriver, et puis ce qu'il appelle des situations, à savoir, effectivement, il y a des lieux, mais il y a des temps, et ces lieux et ces temps vont produire un certain type d'affect, de réponse. Mais est-ce que ces personnes-là arrivent à se réapproprier ces lieux dont vous parlez? Alors, c'est au fond un peu tout le problème, le problème des films de Bellatar. On peut dire que ça fonctionne le plus souvent comme une sorte d'invasion, quoi. Le héros de Damnation, là, Carrère, il est sous la pluie battante, en face du café, du bar où chante celle qui est sa maîtresse et en même temps la femme d'un autre, qui va essayer d'envoyer à sa place dans une affaire un peu louche, quoi. Et voilà, alors il est dans cette espèce de lieu sous la tente, sous la pluie, il attend quelque chose. Après ça, on va pénétrer avec lui dans cet espace, et on a l'impression que d'une certaine façon, l'espace contient tous les possibles, qu'on ne peut rien faire, quoi, que l'espace va déterminer entièrement ce qui arrive à ces personnages. Alors ça, c'est effectivement aussi lié au fait que ces romans très souvent ces films très souvent sont inspirés de romans qui sont les romans de son compatriote László Krasznahorkai, qui sont des romans très noirs, très très nihilistes, au fond, d'une certaine façon, on peut dire que tout est donné d'emblée et on n'en sort pas, quoi. Et alors que Bellatar, justement, va introduire quelque chose comme une variante dans ce type de scénario. Et il y a effectivement des manières dont les personnages peuvent
s'approprier les lieux, même sur un mode qui est celui un petit peu de l'illusion, quoi. On peut penser par exemple à ce qui se passe dans un film comme Satan Tango, donc où il y a bon, disons, ces malheureux paysans qui viennent de liquider leur ferme collective et qui se trouvent grugés par une espèce d'imposteur qui joue le rôle voilà, justement du communiste fervent qui va les envoyer soi-disant pour construire une ferme modèle dans une espèce de manoir délabré où il n'y a absolument rien, quoi. Et voilà, il y a ce plan extraordinaire où ils arrivent dans ce lieu qui est complètement délabré, et puis tout d'un coup, il y a une sorte d'étonnant mouvement de travelling où on voit tous les personnages, toute leur tête comme isolés et regardant quelque chose au-dessus d'eux, quoi. Dans ce lieu, on peut dire qu'ils ont été envoyés véritablement par une tromperie, quoi, par une escroquerie. Ils vont décider de ce lieu d'en faire autre chose, d'y retrouver quelque chose comme voilà, un symbole de foi, disons une possibilité d'action, une possibilité de changer la vie. Donc il y a tout le temps ça, pas tout le temps ça, justement, chez Blattard, il y a des films qu'on peut dire comme presque entièrement nihilistes, où il suit en quelque sorte le romancier qui l'inspire, et puis d'autres films où il y a cette torsion, qui n'est souvent pas une torsion très, très, très forte, mais bon, les personnages se réapproprient à leur manière, font quelque chose de différent du lieu qui normalement est simplement le lieu de la déchéance, de la déréliction et de la désillusion. Mais il y a quelque chose que vous écrivez, page 13 dans votre livre, c'est une petite phrase qui dit « Le réalisme oppose les situations qui durent aux histoires qui enchaînent et passent à la suite ». Est-ce que j'ai cette impression que chez Bellatar refuse d'impressionner le spectateur? Est-ce que ce réalisme-là passe par le fait qu'il refuse d'impressionner le spectateur et donc ça donne un travail fondamental sur ce que c'est que la durée d'un plan? Est-ce que c'est ça d'ailleurs, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, est-ce que c'est ça d'ailleurs qui vous a à la base sensibilisé quand vous avez découvert le cinéma de Bellatar? Oui, bon, le cinéma de Bellatar, enfin, en tout cas, si on parle, disons, de tous les films qu'il a réalisés depuis 1988-89, quoi. Bon, c'est un cinéma qui est fait en long plan séquence, où justement, on prend le temps d'explorer un espace, on prend le temps d'explorer la manière dont disons, des personnages sont pris dans cet espace, mais aussi le regardent et éventuellement se les réapproprient. Donc c'est ça qui est important, c'est que bon, qui dit réalisme, normalement, devrait dire quelque chose comme une attention au temps vécu. Le réalisme, c'est pas le fait de mettre toute une série d'accessoires ou d'avoir comme ça des expressions, des attitudes, des expressions qui renvoient à des stéréotypes du réel ou des stéréotypes du populaire ou que sais-je. Non, le réalisme, ça veut dire qu'on essaye de construire une situation. Oui, je dis effectivement une situation qui dure, quoi. Bon, la logique de l'histoire, c'est que justement, ça ne doit pas trop durer la situation. La situation, elle doit être comme ça un moment qui est fait pour être enchaîné avec un autre, quoi. Bon, les plans de Bellatar sont des plans qui, en un sens, pourraient durer toujours, quoi. Bon, on fait le tour, par exemple, dans ce bar dont je parlais tout à l'heure, le Titanic Bar de Damnation. On fait le tour de l'espace. On pourrait continuer à le faire. On pourrait le faire toujours, quoi. Et ça veut dire que, justement, au fond, on construit un temps qui est normalement celui de la répétition, un temps qui est celui de l'attente, mais il y a deux sortes d'attentes. Bon, ou bien on attend que ça continue, que ça soit la même chose, et le cercle recommence, ou bien il y a quelque chose comme une rupture, une décision. On va en quelque sorte sortir de ce temps. Mais pour comprendre ce que ça veut dire, sortir de ce temps, il faut justement avoir vécu ce temps. Et ça, je crois que c'est ça qui est très fort chez Bellatar. C'est pour ça aussi que j'ai intitulé mon livre Le temps d'après, quoi. Pour dire justement, oui, c'est pas intéressant après, ça veut dire bien sûr après la fin du communisme. Bon, c'est pas intéressant de raconter des histoires qui expliquent à quel point c'était horrible ou pourquoi on y a cru, etc. Non, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur le temps de l'attente lui-même, non pas sur la fin des illusions, mais sur leur création. Leur création au sens où une illusion, c'est aussi une manière de réagir, c'est aussi une manière d'intérioriser le temps et l'espace et éventuellement de prendre comme une
déviation par rapport à la logique que ce temps et cet espace vous inspire. Donc oui, c'est ça qui est très important, que le réalisme soit d'abord quelque chose qui concerne, on pourrait dire vraiment la chair, la chair matérielle de l'expérience, c'est-à-dire proprement le temps. Et effectivement, bon, on peut dire même en littérature, si on pense à Flaubert, c'est d'abord ça, le réalisme. Bon, c'est quand on voit, pour moi, quand je vois un plan de Bellatar, je pense toujours à cette description de la journée d'Emma Bovary, comme ça, dans sa maison, où Flaubert décrit justement toute une série de petits événements sensibles, absolument infimes. Il y a la pluie qui tombe. Il y a un joueur d'orgue de barbarie qui passe, il y a des bruits, il y a toute une série de petits événements qui constituent proprement la trame de l'expérience sensible. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve chez Bellatar, ce réalisme qui consiste au fond à décomposer justement le temps de l'histoire. Dans l'histoire, il faut que ça aille vite, il faut que ça passe à la suite. Et chez lui, non. Voilà. On prend le temps que tous ces événements matériels qui constituent la trame de nos vies puissent se dérouler. Et font se montrer comme une contrainte dont on se demande s'il est possible de sortir. Mais est-ce que ça passe par une totale déconstruction des choses, du mythe, du style, du rapport au spectateur? Est-ce que ça doit passer par cela? Moi, j'ai toujours eu cette sensation-là, quand je découvre un film de Bellatar, de repartir de zéro. Mais quand je dis de repartir de zéro en tant que spectateur. C'est ça qui est assez impressionnant pour le coup. Oui, je crois qu'il faut se déprendre d'une certaine habitude de spectateur. Bon, je pense que l'un des premiers films que j'ai dû, donc de Bellatar, que j'ai dû voir, bon, c'est Satan Tango. Satan Tango, donc un film qui donc dure près de 8 heures, et bon, qui commence par un très très long plan, où on voit des vaches comme ça des vaches qui s'en vont, quoi. Et bon, ce n'est qu'après qu'on comprendra que c'est le troupeau donc du kolkhoz, quoi, qui a été liquidé, que c'est la fin d'un mode d'agriculture collectif, d'élevage collectif. Mais bon, voilà, alors on n'en finit pas au début. Bon, voilà, après ça, on va rentrer à l'intérieur, dans la chambre du vieux médecin c'est ça, bon, alcoolique, qui est là, qui regarde espionner ses voisins avec des jumelles. Bon, c'est quelque chose d'un peu étouffant. Et bon, au fond, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on va tenir, quoi, d'une certaine manière. On peut imaginer effectivement ces plans initiaux, de même que le plan initial de damnation. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bennes comme ça qui tournent sur des pylônes. Et puis bon, on se rapproche très 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 lentement. Et puis il y a le dos de celui qui regarde qui apparaît. Oui, on peut craquer. Et au fond, malgré tout, c'est un type de cinéma qui est certainement fait pour que les gens, au fond, arrivent un peu à ce choix, quoi. Ou bien on craque, ou on dit non, c'est trop long, c'est vraiment trop ennuyeux, puis c'est trop triste, et c'est trop gris, il pleut trop. Là-bas, on passe on va chercher quelque chose ailleurs, quoi. Ou bien on décide en quelque sorte que il y a quelque chose là qui se crée. Il y a effectivement une expérience du temps, un usage du cinéma qui vaut la peine qu'on regarde. À ce moment-là, on continue. Et bon, il se trouve que voilà, j'avais été voir un film de Bellatar. C'était un peu une chance. Il y avait une rétrospective Bellatar donc à New York où j'étais à ce moment-là, quoi. Bon, j'avais un peu de temps. Bon, et au départ, bon, effectivement, on est là devant. Bon, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Et puis je suis resté, quoi. Et après voilà, j'ai pénétré à mon tour cet espace-temps dans lequel il fait vivre ses personnages. Oui, mais là, pardonnez-moi cette question qui n'est pas forcément cinématographique, mais là, je suis très curieux. Mais il y a quand même quelque chose qui fait alors, il y a c'est pas une tristesse, mais effectivement, c'est un effort qu'on doit faire. Mais il y a quand même quelque chose indescriptible, peut-être invisible, qui fait qu'on a envie de rester. Et c'est quoi cette chose pour vous concernant par rapport à Bellatar? Cette chose, c'est quand même l'impression que, pour une fois, on voit quelque chose de vrai, justement, sur le tissu de l'expérience sensible. Parce qu'au fond, il y a aussi des moments, il y a aussi des manières dont soi-même on peut être
sont sollicités par cette exigence, et l'exigence que il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ralentir, il faut ne pas savoir où on va, il faut quelquefois ou bien se demander où on va. Bon, moi, c'est un peu aussi mon expérience. Bon, j'ai jamais fait de cinéma. Bon, mon domaine de travail est complètement différent. Mais effectivement, il est aussi guidé par ça. Au fond, si on veut pénétrer un petit peu quand même le sens du monde où on vit, il faut accepter de prendre du temps et éventuellement de s'ennuyer, quoi. Bon, c'est aussi mon expérience vis-à-vis de la littérature, malgré tout. Au bout du compte, les choses qui vous marquent le plus, ce sont des livres, mais quelquefois aussi des films qui d'abord vous ennuyer. Au fond, il y a l'expérience de l'ennui, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Je pense que, bon, j'avais, par provocation, je me souviens terminer un article sur Bellatar avec une phrase qui disait à peu près du genre qui n'a pas le temps de passer 7h30 à regarder la pluie tomber chez Bellatar ne saura jamais ce que c'est que l'art. Voilà, c'était une phrase provocatrice, mais en un sens, ça veut dire ça aussi. Il y a une espèce d'accès à une manière plus intense de percevoir et de ressentir le monde, qui passe aussi par l'expérience au fond de ce bord d'ennui où on se demande si on va craquer ou si on va tenir. Il y a de cela d'ailleurs quand on voit par exemple le Soulier de satin de Manuel de Oliveira ou alors les films de Angelopoulos aussi. Il y a cette expérience de l'ennui qui est fondamentale dans l'aspect du travail d'Angelopoulos, mais aussi dans notre rapport en tant que spectateur. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose d'assez, je pense, assez important. Juste, je voudrais revenir sur la genèse de ce livre. Il s'avère que ça a été donc publié en 2011. En 2011, le dernier film en date de Bellatar sort sur les écrans. Depuis rien. Et ce qui m'avait assez étonné, je vous l'avoue, c'est que le livre soit finalement assez court. Si je me trompe pas, il y a à peu près même pas une centaine de pages. Ça ne veut pas dire qu'il manque des choses dans le livre, parce que c'est très condensé, il y a pas mal d'éléments importants. Mais là aussi, j'ai été étonné de voir que c'était un livre court sur un cinéaste qui déploie énormément de choses. La question est très simple. Est-ce que ça a été pensé comme cela dès le départ, quand vous avez voulu vous attaquer frontalement à un aspect du cinéma de Bellatar? Oui, je pense que c'était une période dans laquelle j'avais quand même pas mal de travail. Bon, c'est la période où j'ai écrit ce très long livre, enfin, pas très long en fait, mais en tout cas, c'est beaucoup plus long en tout cas, qui s'appelle Aesthesis, qui couvrait toute une série d'événements, on peut dire, disons, de l'art moderne. Donc, moi, c'était quand même donc une époque où, au fond, quand j'ai eu cette proposition d'écrire un livre sur Bellatar, je savais que j'avais 3 ou 4 semaines que je pouvais y consacrer. Voilà. Donc, d'une part, c'était pas le livre d'un spécialiste de Bellatar. Ce n'était pas un livre qui allait faire le tour de toutes les sources, qui allait donner tous les éléments biographiques, filmographiques. Ce n'était pas un livre érudit sur un cinéaste fait par un spécialiste d'histoire du cinéma. Donc voilà, c'était une sorte comme de coupe momentanée, justement, dans une certaine expérience du temps cinématographique, une certaine expérience de la matière filmique. Voilà. Et donc, dès le départ, il s'agit d'essayer d'exprimer un certain nombre de choses que j'avais pu, moi, sentir à travers les films de Bellatar. Donc voilà, c'est pas un livre de film studies, quoi. C'est pas un livre de spécialiste. C'est un livre de quelqu'un qui a, au fond, en face d'une œuvre, en face d'un film, en face d'un livre, se demande quel type de monde sensible nous est présenté là. Et tout l'effort, c'est d'essayer de décrire à sa manière ce type de monde sensible. Pour moi, il y a toujours dans un livre un aspect de traduction. Voilà, on est devant un certain type de proposition sensible qui est faite par une œuvre, qui est faite par un film, qui est faite par un roman, et on essaye de trouver le langage dans lequel le traduire. Voilà, donc c'est pas une œuvre de science, c'est plutôt une sorte d'œuvre un peu poétique, quoi, de transcription poétique. Voilà, donc j'ai essayé de trouver les phrases, de trouver les enchaînements de phrases,
en me fixant bien sûr sur un certain nombre de moments significatifs des films de Bellatar, pour dire voilà ce que c'est, voilà ce que je sens de ce qui nous est présenté, de ce qui nous est donné à voir, à ressentir par ce cinéma. Donc effectivement, de toute façon, je n'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Et puis bon, moi j'aime bien travailler de cette manière, à savoir en se concentrant, disons, pour un temps donné, sur une certaine matière, qu'elle peut être verbale, peut-être filmique ou autre. Mais c'est ça, je veux dire, d'une certaine façon, pour moi, ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler d'une seule coulée, s'immerger dans un air sensible et essayer d'en rendre compte immédiatement. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur des souvenirs, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui travaille sur des expériences sensibles qui sont toutes proches. Donc voilà, je dirais que je serais tout à fait incapable, ça m'ennuierait de faire un film savant qui peut être très bien, j'ai absolument rien contre, où je rendrai compte effectivement de tout ce qu'a fait Bellatar, du travail de préparation, du choix des acteurs, de la pratique du metteur en scène, de la question du montage, encore que le montage, pratiquement, ça n'existe pas chez Bellatar, puisque tout est dans le plan. Non, voilà, je vais pas... je suis pas fait pour ça, quoi. Oui, mais quand on lit le livre méticuleusement, on s'aperçoit aussi. Alors vous allez me dire, là je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire oui, mais ça c'est tous les livres, et je ne pense pas. C'est aussi un prétexte pour poser cette question, qu'est-ce que le cinéma? Parce que vous profitez du cinéma de Bellatar aussi pour expliquer ce que c'est que le réalisme. Vous convoquez la littérature, on vous parliez de Flaubert, on en parle du style, et à un moment, ça devient finalement un livre sur le rapport qu'entretient Jacques Rancière avec les images. Donc, la question, qu'est-ce que le cinéma? Ça, ça va vraiment pour moi, je trouve que ce n'est pas qu'un livre sur Bellatar, c'est un livre sur, pour vous, le cinéma, c'est la durée. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. J'ai eu cette sensation-là et c'est pour ça que je trouve que le livre va vraiment au-delà de l'œuvre de Bellatar. Oui, bien sûr, mais en même temps, je serais pas capable, sinon, de faire un livre pour développer la thèse, le cinéma, c'est la durée, quoi. Non, justement, pour moi, le cinéma, c'est des films, c'est des plans, c'est des séquences, c'est des enchaînements donnés. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je peux pas. Je ne peux pas, disons, au fond, parler du cinéma en général. Bon, même quand j'ai fait des films sur le cinéma, c'était des films qui étaient, au fond, des ensembles, des recueils d'articles, d'interventions qui étaient toujours précises, qui étaient toujours sur des cinéastes, des films, des moments de ces films. Alors bon, pour moi, le cinéma, en même temps, c'est toute une série d'expériences. C'est pour ça que, pour moi, il ne s'agit pas de dire Bellatar, c'est le cinéma, parce que, bon, Charlie Chaplin, c'est aussi le cinéma, bon, Minelli, c'est aussi le cinéma, Pedro Costa, c'est aussi le cinéma. Bon, ce sont des œuvres qui sont à des distances, bon, incommensurables les unes des autres, mais qui toutes ont la propriété d'essayer de faire quelque chose de spécifique avec les moyens du cinéma. Et ça, bon, ça peut se faire de manière qui sont complètement différentes. Voilà. Et au fond, Bellatar, c'est pas le cinéma, c'est un des possibles du cinéma. Alors, parmi les propositions sensibles de Bellatar, dans le livre, vous dites en gros qu'il y a deux parties dans la filmographie de Bellatar. Ça commence avec son premier film, Le Nid familial, en 1979. Il avait fait un court-métrage avant, en 78. Et la seconde partie, on va dire, commencera vers 88 avec Damnation. Et vous dites aussi, si je me trompe pas, que cette première partie, il y a comme ça un rapport avec la colère, un cinéaste en colère, et qu'il y a ensuite une espèce de maturité, qui veut pas dire qu'avant c'était désordonné. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi deux parties et qu'est-ce qui fait que quelque chose change entre ces deux parties? Alors, cette division en deux parties, je l'ai citée sans forcément la prendre à mon compte, parce que c'est une division qui est un petit peu, en quelque sorte, traditionnelle chez ceux qui parlent de Bellatar, et qu'en même temps que Bellatar a toujours récusé.
Tu as dit, je vais toujours faire le même film. Donc non, bien sûr, bon, ce qui a changé fondamentalement malgré tout, c'est l'effondrement du système soviétique et bon, disons l'effondrement de la Hongrie communiste. Donc bon, avec la spécificité que déjà la Hongrie est le pays de l'Est qui avait commencé à bouger avant même la chute du mur et la chute de l'Empire soviétique. Donc voilà, bon, il y a un moment effectivement où bon, Béla Tarr est un jeune cinéaste qui travaille au sein de la Hongrie socialiste et ce qui veut dire par conséquent qui est malgré tout limité dans à la fois dans les possibilités avec tout de thèmes à traiter et des manières de les traiter. Et en même temps, bon, effectivement, c'est un jeune homme qui est un petit peu voilà, en opposition à l'ordre établi. Non, alors qui fait quoi? Qui fait des films comme on pouvait le faire certains cinéastes bon, un peu dissidents dans les pays de l'Est à l'époque, quoi, à savoir des films qui sont un peu centrés sur justement les problèmes de la société socialiste. Bon, effectivement, ça commence par le nid familial ou avec ce problème de ce jeune couple qui est bon, dans la maison, dans la maison des parents et de tous les heurts familiaux et des tentatives toujours vaines pour essayer d'avoir un appartement. Donc là, bon, ça commence par les problèmes qui sont les problèmes des jeunes qui vivent dans le monde socialiste. Bon, il y a un certain nombre de films comme ça, bon, comme Le Nid familial, comme Rapport préfabriqué, comme L'Outsider, voilà, qui sont le type de film où à la fois on s'inscrit dans un contexte qui est celui du socialisme officiel et qui est celui, malgré tout, un petit peu des limites qui sont fixées aux artistes. Et en même temps, on essaye d'y faire entrer un peu une voix un peu dissidente, voilà, de critique de la bureaucratie, de critique de l'ordre patriarcal, ou de critique aussi du racisme, parce que finalement, la question des gitans est toujours importante dans les premiers films de Béla Tarr. Bon, il y a effectivement ce qui aussi peut dire un type de cinéma qui est justement un cinéma où la caméra bouge beaucoup, où il y a beaucoup de plans. On est toujours dans des espaces extrêmement serrés, qui sont ces espèces d'espaces un petit peu correspondant à un monde où les gens n'ont pas les appartements suffisamment grands pour pouvoir y vivre tranquillement, ce qui fait que bon, les espaces sont serrés, ça se bagarre, ou bien ça se rassemble dans les cafés et tout, mais bon, sur un mode un peu misérable, quoi, où il y a toujours ce pouvoir des mâles autour de leur verre de bière et des mâles qui chantent pendant que les femmes sont là et toujours à attendre assises à leur table. Bon, voilà, il y a le portrait d'un certain monde, c'est un monde socialiste, bon, avec toute une série de problèmes que le cinéaste essaye de traiter selon ce qui est possible à l'époque. Bon, après ça, bien sûr, il y a bon, cette décomposition de cet ordre socialiste qui fait que bon, il y a cette influence quand même très très forte d'une vision un peu nihiliste du monde, puisque bon, justement, ce qui succède d'une certaine façon au socialisme défunt, ça n'est pas bon, la démocratie heureuse et triomphante de M. Fukuyama, c'est quelque chose d'autre. C'est un monde où on se demande finalement s'il y a des issues, quoi. Si au fond le changement qu'on espérait s'est révélé catastrophique, bon, qu'est-ce qui peut changer? Et au fond, c'est ça le thème de Béla Tarr. Bon, qu'est-ce qui peut changer? Simplement, on est toujours dans l'attente de quelque chose qui va changer. Bon, jusque dans Le Cheval de Turin, donc où à un moment donné, bon, on voit le père et la fille qui embarquent donc tous leurs bagages sur la charrette et puis ils s'en vont, et comme le cheval, disons, n'est plus capable, c'est la fille qui tire la charrette, un peu comme dans Mère Courage, quoi. Et puis après, ils s'en vont, ils disparaissent, et puis bon, voilà, ils ont disparu, puis le plan suivant, ils réapparaissent, quoi. Bon, là, ils ont voulu partir, ils ont essayé de partir. Alors, il y a toujours ça chez Béla Tarr, on essaye de partir, on se demande ce qui peut arriver. Alors, ce qui peut arriver, effectivement, c'est des tentatives de départ. Ce qui peut arriver, bon, c'est la destruction. C'est pour diverses formes de la destruction. Bon, la destruction sous la forme du suicide, bon,
dans Satan Tango, bon, malgré tout, les choses s'organisent un peu autour de la figure de l'idiote, quoi, la petite fille, Esti, bon, qui a entendu dire par son frère que le monde nouveau, c'était le monde des vainqueurs, donc il fallait vaincre. Donc, comme il faut vaincre sur quelque chose, bon, ben, disons, elle s'en prend à son chat, elle torture et elle tue son chat, quoi. Bon, et puis après ça, elle s'en va, bon, avec son chat sous le bras, comme ça, elle marche dans la nuit, elle marche sous la pluie jusqu'à l'endroit où elle va prendre la même mort au rat qu'elle a administrée à son chat. Donc, au fond, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a quelque sorte comme une espèce de tracé, une espèce de ligne droite improbable dans ce monde où tout le monde tourne en rond. Voilà, mais bon, ça l'amène quoi? Ça l'amène à la mort, quoi. Alors bon, ça peut être aussi la destruction sous la forme de la violence de masse. Bon, dans l'autre film de Béla Tarr, qui est les harmonies à Werkmeister, il y a ces plans extraordinaires, ces séquences extraordinaires d'une sorte d'insurrection, mais une insurrection en quelque sorte pour rien, parce qu'il y a au centre des harmonies à Werkmeister cette espèce de prédication d'un personnage complètement énigmatique qui s'appelle le prince. C'est ce prince qui va s'adresser à la foule en disant quoi? En disant de détruire. Et on a ces plans, on voit comme cette espèce de marche cadencée des manifestants, comme ça, qui ont l'air comme de marcher en ordre, quoi, un peu comme une armée bien disciplinée. Et puis tout d'un coup, on les voit se précipiter dans un hôpital et bon, disons, tout détruire, taper les malades, les tirer du lit, les abîmer, et ainsi de suite, quoi. Et en même temps, une sorte de pure destruction, parce qu'à aucun moment il n'apparaît, disons, la moindre expression de volonté, la moindre expression de haine, la moindre passion particulière sur les visages des personnages. C'est purement une sorte de foule anonymisée qui se livre à cet exercice de destruction, mais qui n'a aucune fin en elle-même, quoi, qui est comme une espèce de solution, quoi. S'il n'y a plus rien en quelque sorte comme d'avenir dans lequel on puisse croire, il reste à tout détruire, et ils détruisent tout ce qu'ils trouvent jusqu'au moment où, au fond, la caméra va se fixer sur deux visages individualisés par les manifestants, et disons qu'ils tirent un rideau, il se trouve en face d'une espèce de vieillard qui est sous une douche, qui ressemble plutôt à une momie, et on arrive comme ça à un moment où, au fond, on a un visage en face d'un visage, et tout d'un coup, tout semble dérisoire, quoi. Tout semble dérisoire. Cette manifestation qui, au fond, n'avait pas de sens, pas de but, reflue, et les mêmes gens qu'on a vu arriver déchaînés pour tout casser repartent comme ça, en silence, comme une espèce de mélopée comme ça, qui accompagne leur départ. Voilà, donc c'est un petit peu au fond, ça qui constitue le fil, serait beaucoup dire, mais en tout cas qui est comme la matière sensible de ce qui arrive chez Béla Tarr. Mais je sais même pas d'ailleurs, je vais peut-être la question. C'était par rapport aux deux parties. Mais Jacques Rancière, oui. S'il y a destruction, est-ce que ça nous donne, nous, la possibilité d'un hors-champ dans son cinéma, dans ses derniers films? J'ai parfois cette sensation que le hors-champ est difficile à capter. Oui, non, mais je veux dire, le hors-champ, on peut l'entendre au sens immédiat ou à un sens plus ou moins symbolique. Bon, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de hors-champ au sens technique, en quelque sorte, oui. Dans le cinéma de Béla Tarr. De même qu'il n'y a pas de contre-champ, c'est-à-dire que on voit pratiquement jamais, en tout cas dans tous les films de la maturité, on voit jamais cette figure classique où il y a quelqu'un comme ça qui apparaît, qui dit quelque chose, et puis après, hop, disons, on change d'axe et on est du côté de celui à qui est adressée la parole et qui va répondre. Non, chez Béla Tarr, tout est dans le champ. C'est pour ça d'ailleurs que ces plans sont souvent des panoramiques ou des travelling ou des panoramiques où véritablement la caméra explore entièrement l'espace, et si elle part d'un personnage, elle va surtout pas passer au personnage qui est en face. Non, elle va faire tout le tour pour arriver à ce personnage qui est en face. Donc oui, il n'y a pas de contre-champ, il n'y a pas non plus de hors-champ, en un sens tout est là, tout est donné. Bon, y compris le bruit, parce que bon, bien sûr il y a du bruit hors champ, mais ce bruit hors champ, il est toujours là. Ça veut dire aussi que au fond, même le plan excède en un sens ce qu'on
on voit exactement, bon, je pense, il y a à la fin de Damnation, il y a ce plan où, voilà, on entend la voix du personnage principal, là, Carreur, qui est là pour dénoncer ses copains. Bon, ils sont à la suite de cette sombre histoire de trafic, de marchandises récupérées en fraude, où tout le monde a trompé tout le monde. Bon, ben, il décide d'aller dénoncer tous les autres, quoi. Et alors on entend en quelque sorte sa voix pendant que la caméra, qui est d'abord fixée sur la façade, va petit à petit entrer dans l'espace, quoi. Et voilà, il est déjà dans le champ par sa voix, même avant qu'il y soit. Et donc, il n'y a pas de. Donc, ça veut dire que sa voix n'est pas hors champ. Même si on ne le voit pas au moment où il parle, sa voix n'est pas hors champ. Donc, effectivement, il n'y a quasiment pas de hors champ. Ce qui veut dire aussi que, oui, on est. Comment dire, on est devant quelque chose où on n'est justement pas un spectateur participant à la manière habituelle, quoi. On est un spectateur qui est toujours comme interrogé sur son propre rapport à ce qui est en face de lui. Bon, il va à aucun moment s'identifier à des personnages. Il va non plus à aucun moment prendre cette attitude d'être celui qui critique, juge les personnages. Non, il y a quelque chose comme un univers qui se déroule devant lui et sur lequel au fond, il a peu de prise. Encore une fois, à part de dire bon, j'en ai assez, je vais regarder un truc plus comique, quoi. Et, bon, il reste par conséquent au fond. Il reste un peu comme témoin. Il est témoin de quelque chose. Après, disons, bon, la question est de savoir ce qu'il va faire, lui, de ce spectacle, de ce monde en face duquel il a été mis, dont il a été le témoin, quoi. Et effectivement, ça veut dire pour moi, justement, bon, écrire ce livre, quoi. Dans le livre, vous parlez à un moment du noyau familial et vous dites en gros que vous vous concentrez sur la puissance du mal, mais qui est caractérisée par une manière de cadrer chez Béla Tarr qui finalement ne pointe pas du doigt, mais montre une forme de lâcheté de la part des mâles. Alors je crois que ça c'est plutôt la première partie. C'est ça qui est assez fascinant chez Béla Tarr, c'est que autant il est témoin de quelque chose et qu'il montre et qui nous laisse, nous, à spectateurs, qui prend le temps de montrer des choses, mais il se permet aussi de dire certaines choses par rapport à la manière qu'il a de cadrer un personnage ou cadrer les hommes de manière très serrée. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important chez lui. C'est un style que je retrouve souvent dans ses films, cette manière de cadrer et de dire les choses par le cadre. Et quand il essaye de montrer non pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui l'embête, qui le gêne considérablement, il sert au plus profond. Et ça, c'est pour ça que quand vous en parlez par rapport à la puissance lâche du mal, il y a un rapport comme ça au cadre qui est dur et qui est passionnant en plus chez Béla Tarr, je trouve. Oui, mais bon, d'une part, bon, il y a effectivement une évolution parce que, disons, dans les premiers films, on peut dire que le cadre est serré parce qu'on parle de gens qui sont dans des espaces trop serrés pour eux, quoi. Bon, ça n'est plus le cas. Disons des films à partir de la Damnation où il y a de l'espace dans la ferme collective. Bon, il y a de l'espace et par conséquent, bon, le resserrement du cadre à ce moment-là peut prendre des fonctions différentes. Bon, on peut penser justement au rapport dans Satan Tango, entre deux types de resserrement du cadre, quoi. Bon, il y a ce moment où la petite fille, donc, Estiqueux, avec son chat mort sous le bras, et sa petite fille qui a été trompée par son frère, qui lui a fait croire qu'en enterrant ses pièces d'or, elle allait avoir un arbre, disons, aux feuilles d'or qui allait pousser. Et voilà, elle est derrière la fenêtre, et puis il y a une espèce de cadre très serré dans lequel on voit justement, disons, tous les membres de la communauté, enfin de l'ex-communauté, qui sont en train de danser dans des espèces de positions plus ou moins grotesques et obscènes à l'intérieur. Alors, il y a une espèce de resserrement qui est justement le resserrement sur des espèces de lâcheté, de misère partagée en un sens complaisante et heureuse d'elle-même, quoi. C'est ça qui se joue à l'intérieur de l'auberge, donc derrière cette fenêtre, quoi.
Et puis voilà, puis après ça, bon, elle s'en va, et puis après, il y a un autre cadre rapproché, un cadre rapproché sur la figure d'Estique. Elle est dans la nuit, elle est dans la nuit, on voit pas, on voit juste son visage, et puis vraiment tout à fait le haut de son corps. Et puis elle a cette espèce de regard comme ça qui regarde en avant, en avant à la fois, qui est en quelque sorte absolument, disons, doué d'une sorte de force de propulsion. Voilà, c'est-à-dire que, bon, justement, à ce moment-là, le cadre signifie quelque chose de complètement différent. Il signifie plus du tout la lâcheté, mais on l'inverse, la résolution, même si c'est une résolution un peu sinistre, puisqu'elle s'en va vers sa mort, quoi. Mais le cadre, cette espèce de resserrement du cadre, à ce moment-là, va définir justement quelque chose comme un mouvement qui est un mouvement inverse à cette espèce de circulation en rond et obscène qui était derrière les fenêtres de l'auberge. Bon, c'est vraiment un corps qui se soustrait justement à cette espèce de déréliction, cette espèce de mouvement circulaire perpétuel et de lâcheté perpétuelle. Enfin, voilà, donc le resserrement du cadre, c'est à la fois l'expression plus généralement de la lâcheté, mais aussi, bon, quelquefois, disons, l'expression d'une résolution de sortir de lâcheté. Ça revient un petit peu aussi, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'arrivée des paysans donc trompés par le faux prophète Irémias qui arrive dans ce manoir abandonné. Et puis il y a cette espèce de lent travelling latéral, donc il s'arrête un peu sur chacun de ces visages qui voilà, convoqué par le délabrement du lieu et en même temps justement convoqué par ce délabrement même à s'imaginer comme participant à l'improbable communauté modèle qui s'installerait dans ce lieu. Donc voilà, donc le resserrement joue en fait des fonctions qui sont des fonctions opposées. Bon, on peut penser aussi à la fin de L'Homme de Londres, encore une espèce d'histoire un peu sordide d'escroquerie et de trahison, et qui va se terminer sur le visage, par une espèce de plan sur le visage de la seule personne, donc une femme qui finalement au fond n'est pas entrée dans ce jeu des trahisons, des compromissions, des petites combines, quoi. Il y a une espèce de il y a un travelling, mais quasiment imperceptible, disons, qui s'avance vers son visage, qui est proprement le visage du refus. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que, justement, Béla Tarr passe son temps à dire non, moi, je ne suis pas un cinéaste nihiliste, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la capacité qu'ont les individus, qu'ont les êtres humains, finalement, d'affirmer leur dignité, d'affirmer leur capacité, même dans les situations les plus sordides, quoi. Et voilà, donc le resserrement du cadre peut aussi servir à ça. On dit souvent d'un cinéaste, quand on essaie de le cerner, on essaie de cerner ce qu'il dit de la société dans laquelle il évolue, ce qu'il dit du pays, etc., etc. Le fait que Béla Tarr ait décidé d'arrêter de faire des films en 2011 avec Le Cheval de Turin, ça pose la question de savoir est-ce qu'il a... Je ne pense pas qu'il a arrêté parce qu'il n'a plus rien à dire, mais connaissant ce film, ayant vu Le Cheval de Turin, la manière qu'il a d'épurer profondément sa mise en scène, est-ce que c'est pas, il n'a plus rien à dire, c'est est-ce que finalement toutes les questions de cinéma qu'il s'est posées et qu'il a posées durant sa filmographie, est-ce que finalement il se dit avoir fait le tour et de passer à autre chose, que le cinéma n'est pas forcément quelque chose de fondamental chez lui dans son rapport à la vie? Bon, je pense que c'est en même temps quelqu'un dont, évidemment, le rapport à la vie a été très, très fortement associé au cinéma. Donc, quand il a... bon, effectivement, il y a un moment où il peut penser que ce qu'il avait à dire ou ce qu'il avait à faire est... voilà, disons, il l'a dit. Bon, et on peut dire qu'il y a toujours cette espèce de schéma, bon, au fond, du rapport entre répétition, attente, décision, bon, qui au fond, a été un petit peu dans tous ces films et qui arrive à une sorte de point limite dans Le Cheval de Turin, bon, où à la fin,
on n'a plus qu'à attendre, effectivement, on n'a plus qu'à attendre la fin, quoi. Bon, le puits est tari, il n'y a plus moyen de faire chauffer les pommes de terre qui sont l'unique nourriture du père et de la fille, et voilà, bon, et tout d'un coup, et on passe au noir, quoi. Et voilà, et on passe au noir en même temps, au fond, en étant resté fixé sur l'espèce de résolution du père et de la fille de ne pas céder, à, disons, à la catastrophe, quoi. Et bon, c'est un peu comme une sorte d'épure, oui, de tous ces films. Et bon, il peut penser qu'après tout, bon, il peut pas aller plus loin dans ce sens-là. Bon, ce qu'on pourrait imaginer qu'il fasse, c'est qu'il trouve d'autres histoires qui soient capables de traiter en quelque sorte, de recycler dans son système formel. Ça, c'est possible. Maintenant, effectivement, il y a un moment donné où il dit, bon, en gros, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et oui, avec, bon, au fond, l'idée que peut-être qu'il y a d'autres moyens. Bon, l'autre moyen pour lui, c'était de fonder une école pour essayer justement de former des gens à sa conception du cinéma. Donc, bon, cette école n'a pas marché, mais il fait quand même des masterclass ici et là. Donc, au fond, il transmet une certaine expérience du cinéma. Bon, il a également essayé comme pas mal de cinéastes, finalement, d'user d'un autre moyen, bon, qui est l'art de l'installation. Donc il a fait quelques installations, bon, dont l'une à Amsterdam, essentiellement à partir finalement de plans, de situations de ces films. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui cherche peut-être d'autres moyens de transmettre ce qui a été au centre de son art. Et effectivement, bon, il y a ce moyen d'essayer de former d'autres cinéastes. Il y a ce moyen qui est d'essayer d'utiliser d'autres types de médias pour transmettre la même chose. Je rappelle donc le livre Bellatar, le temps d'après, c'est édité chez Capricci dans la collection Actualité critique, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup Jacques Rancière, en tout cas d'avoir été là, d'avoir accepté l'entretien et d'avoir répondu à mes questions. Et puis je vous dis peut-être à très vite, peut-être pour le dernier film de Bellatar, il peut toujours nous surprendre. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup Jacques Rancière. Merci à vous. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle